vous retrouver pour cette nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous recevons aujourd'hui la société Infront Sport et Médias ainsi que Sportsora, en les personnes de M. Christophe Van Rotem, directeur associé en charge des droits médias chez Infront France, Mme Magali Tesna-Dumoncel, déléguée générale de Sportsora, et M. Yanis Laméry, responsable relations institutionnelles et internationales de Sportsora. La société Infront a une activité importante en matière de droits sportifs et de marketing sportif. C'est évidemment en lien direct avec le sujet de notre mission et je vous serai donc reconnaissant de nous présenter les activités de votre entreprise et votre vision du marché des droits sportifs aujourd'hui. Plusieurs questions importantes se posent pour notre mission concernant notamment la forte inflation du montant des droits sportifs et le phénomène que l'on observe de concentration sur les événements premium. Il sera intéressant pour nous de savoir comment Infront se positionne sur ces points et d'avoir plus largement le point de vue de votre entreprise sur les évolutions et l'avenir de ce marché et aussi, bien évidemment, la vision de Sportsora. Sans plus attendre, je vous cède la parole pour un bref exposé liminaire qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec notre rapporteur de la mission, M. Cédric Roussel. Je vous donne la parole. Qui commence ? Madame Tesna-Dumoncel. Oui, je vais peut-être vous proposer de commencer. Écoutez, merci messieurs les députés de nous donner la parole ce matin, effectivement sur un sujet qui, pour nous, qui représentons une grande partie des acteurs économiques du sport, est aujourd'hui un sujet majeur. L'objectif effectivement de cette audition, c'était peut-être dans un premier temps de vous donner assez brièvement quelques éléments que l'on a pu nous recueillir de nos membres, puisque notre organisation, comme vous le savez, est constituée à la fois de grandes marques partenaires du sport, de détenteurs de droits sportifs, de médias, d'agences, d'enceintes sportives, d'un ensemble d'acteurs économiques extrêmement variés, ce qui nous permet d'avoir une position un peu, je dirais, au-dessus de la mêlée. Donc, quelques points peut-être à partager. Et puis, dans un deuxième temps, effectivement, nous vous avions proposé d'entendre une agence donc qui est Infront, qui est certainement une des agences qui a sur le marché français et international une des plus grandes expertises sur la vente de droits médias. Pour nous, c'est important que vous ayez le point de vue d'une agence qui est un peu au cœur du réacteur, parce que c'est vraiment eux qui sont entre les différentes parties prenantes du sujet, qui sont les spécialistes des process, d'appels d'offres et qui ont, avec Infront aussi, cette double compétence sur le marché français, mais aussi international. Et ça peut être intéressant aussi de benchmarker un peu ce qui se passe sur d'autres marchés que le marché français, peut-être pour y trouver des solutions. Donc, en ce qui concerne ce que nous, Sportsora, nous souhaitions vous dire, alors, il se trouve que le timing est peut-être pas optimal puisque nous avons un groupe de travail sur le sujet des médias chez Sportsora le 2 décembre et que à cette occasion-là, nous allons dévoiler certains résultats d'une étude qui est réalisée par Bearing Point pour nous. Nous sommes accompagnés sur ce sujet par Bearing Point. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que vous devrez rendre le résultat de vos travaux, mais… avant le 15 décembre. Avant le 15 décembre. Donc, je vais voir avec Bearing Point ce qu'on pourra vous envoyer, parce qu'elle n'est pas tout à fait finalisée, cette étude, mais des éléments qui sont… je pense qu'ils pourront être d'intérêt pour vous. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un sujet sur lequel on se plonge depuis un moment. Il est difficile quand on a chez nous autant d'acteurs diversifiés d'avoir peut-être une ligne de conduite très ou en tout cas un point de vue qui soit totalement
consensuel, donc compte tenu de la diversité de nos membres, et on est évidemment confronté au dilemme que vous connaissez extrêmement bien entre effectivement l'accessibilité. Pour nous qui défendons l'économie du sport, c'est important de donner une accessibilité maximum au sport, donc au grand public, et en particulier, on y reviendra sur des cibles jeunes qui peuvent être un peu parfois exclues aujourd'hui de la visibilité de certains droits sportifs. Et donc, un équilibre à trouver entre ce besoin de visibilité, d'accessibilité et le modèle économique qui est très dépendant des droits télé. Bon, on connaît bien la situation dans le football, 50 à 75% des revenus qui proviennent des droits télé, et puis des sports comme le basket qui sont passés de plusieurs millions d'euros chez RMC à plus rien aujourd'hui. Donc cela appelle forcément à une transformation, de toute façon, à un sujet plus global qui est la transformation du modèle économique du sport. On avait jusqu'à présent comme conviction que les droits premium n'étaient pas menacés, c'est-à-dire que c'était souvent les droits secondaires qui pouvaient être un peu menacés aujourd'hui dans la vente de leurs droits. On voit avec ce qui s'est passé pour la Ligue 1, ou même aujourd'hui ce qui se passe avec les droits de l'équipe de France, avec un appel d'offres infructueux et des droits qui sont proposés très inférieurs à ce qu'ils étaient jusqu'à présent, que même ces droits premium peuvent être menacés. On savait qu'ils étaient peu rentables pour des chaînes en clair, mais c'est vrai qu'il y avait une rentabilité peut-être directe qui n'était pas là, mais qui avait un intérêt à générer de l'audience, du trafic, augmenter le coût du GRP, et puis un enjeu d'audience, d'image de marque pour ces chaînes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Impact aussi sur le sponsoring, sportif, qui est aussi un des revenus importants pour le modèle économique. Alors même si aujourd'hui les marques sont partenaires du sport, pas uniquement pour de la visibilité à tout crin, pour de la notoriété, il y a bien d'autres enjeux stratégiques qui peuvent être atteints par le sponsoring sportif, mais enfin, il est clair que la visibilité média forcément rentre en ligne de compte lorsqu'elles choisissent un asset sportif qu'elles décident de parrainer. Donc, c'est vrai qu'il y a au-delà des droits médias, il y a un impact sur les autres sources de revenus des détenteurs de droits. Et on voit même aujourd'hui dans certaines marques, c'est par exemple BNP Paribas qui va elle-même diffuser certains matchs de tennis. Et ça, c'est aussi important à considérer. Ça fait partie aussi des nouveaux acteurs qui rentrent dans ce marché-là, avec un besoin de visibilité des compétitions qu'ils ne trouvent peut-être pas ailleurs. Autre point, la transformation, ça force forcément la transformation des détenteurs de droits sportifs. On voit développer beaucoup leurs propres plateformes, l'OLTV, LNBTV, etc., ou des plateformes type Sportall. Donc ça peut être aussi peut-être un aspect, alors est-ce que c'est un aspect positif ou négatif, mais en tout cas ça force la transformation aussi de ces acteurs détenteurs de droits sportifs. Autre point qu'on a dû forcément vous souligner, c'est l'évolution des habitudes de consommation, forcément des cibles plus jeunes qui sont aujourd'hui l'enjeu numéro 1, tant pour les marques sponsors que pour les chaînes, que pour les détenteurs de droits sportifs, parce qu'on a souvent des audiences qui sont vieillissantes, et que aujourd'hui on peut avoir, c'est ce qui a fait malheureusement le développement du streaming illégal, mais un vrai enjeu à aussi développer d'autres canaux de diffusion, d'autres types de contenus pour aller, et donc des possibilités de monétisation aussi pour les détenteurs de droits sportifs,
pour atteindre ces cibles plus jeunes qui sont l'avenir de l'audience future. Donc finalement, un développement des plateformes OTT avec un modèle économique qui paraît difficile, voire impossible à rentabiliser compte tenu du nombre d'abonnés qu'il faudrait obtenir, sauf à trouver de la rentabilité en étant adossé à des plateformes type Amazon où on peut rentabiliser en générant du business sur la plateforme principale, et il faut déjà envisager d'autres formes de diffusion avec peut-être une mutualisation des plateformes multisports, du pay-per-view, mais pour ça, il faut là aussi, pour trouver de la rentabilité, une base de fans assez large, d'où l'intérêt peut-être de plateformes multisports ou de mutualisation. Et puis de commercialiser d'autres. Alors, bien sûr que le Prime TV restera, et même auprès des cibles jeunes, le produit majeur. Mais aujourd'hui, dans le sport, on a la chance de pouvoir avoir différents types de contenu, du contenu chaud au contenu froid. On voit bien comment s'est développé l'audience de la Formule 1 grâce à Netflix et à la série qui lui était consacrée. Il y a une appétence pour tous les contenus qui sont hors stade, backstage, ce qui peut générer aussi d'autres types de contenus, au-delà d'autres types de canaux de diffusion peut-être plus adaptés maintenant à la demande des cibles, d'autres types de contenus avec des possibilités de monétisation qui sont intéressantes pour les détenteurs de droits sportifs. Voilà que propos préliminaires. Alors, je ne sais pas si on n'a pas tout calé avec Christophe. Il y a peut-être des choses que j'ai dites et avec lesquelles il est peut-être un peu moins d'accord. Et donc, il nous le dira. Donc, voilà ce que je souhaitais vous dire. Et très, très vite laisser la parole à Christophe, qui est un spécialiste de ce sujet-là et qui pourra répondre bien mieux que nous à toutes vos questions. Merci. Merci Magali. Bonjour messieurs les députés. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques slides en quelques minutes pour présenter Infront comme vous nous l'avez suggéré au début. Vous listez quelques-unes de nos activités, notamment sur la commercialisation de droits télé. Et ensuite, évidemment, on pourra échanger sur le sujet. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez? Oui, parfait. Parfait. Alors, Infront, j'essaye en même temps de passer les slides, ce qui ne marche pas. Ah, ça y est. Donc, le groupe Infront, moi, je suis basé à Paris, à Boulogne-Billancourt, dans la filiale française du groupe Infront, qui est un groupe dont le siège est basé en Suisse, à côté de Zurich, et qui est aujourd'hui détenu par le conglomérat chinois Wanda, depuis environ 5 à 6 ans. Les activités du groupe Infront, donc c'est une agence de marketing sportif internationale très reconnue depuis plusieurs années, qui se situe au cœur de l'écosystème du sport business et qui intervient sur la plupart des problématiques liées au sport business et sur toutes les thématiques liées au sport business aujourd'hui. Comme l'a dit Magali lors de son introduction, aujourd'hui, Infront, c'est un acteur très reconnu dans le sport business, que ce soit en France et à l'international. Élément important, c'est aussi une marque qui peut ne pas être très connue par elle-même, puisque il se situe, le groupe Infront, entre les détenteurs de droits, que ce soit la FIFA, le CIO, l'UEFA, les clubs, en tout cas les organisateurs de compétition et les détenteurs de droits, et les sponsors, les diffuseurs, voire les participants quand Infront agit en tant qu'organisateur d'événements sportifs.
Donc, on va essayer de passer un peu rapidement. Je vais vous faire que 5-6 slides. Aujourd'hui, les principaux métiers du groupe Infront, c'est 2 piliers majeurs qui sont la distribution de droits télé et la distribution de droits de sponsoring et marketing. C'est les 2 piliers principaux de l'agence. Mais elle intervient également sur de nombreuses thématiques autour de ces 2 piliers. Une que vous devez connaître, qui est la production télé, qui est évidemment liée aux droits télé, puisque si le produit est de qualité, la valeur des droits a tendance à augmenter. Aujourd'hui, la filiale HBS d'Infront est celle qui gère depuis plusieurs années la production, la captation des images de la Coupe du Monde de football organisée par la FIFA tous les 4 ans, ainsi que la plupart des événements organisés par la FIFA. Par exemple, c'était le cas de la Coupe du Monde féminine organisée en France en 2019. Ce sera le cas de la Coupe du Monde masculine organisée au Qatar l'année prochaine. Et HBS est une filiale à 100% du groupe Infront. Important également pour votre sujet de prédilection du moment, HBS travaille aujourd'hui avec la LFP en tant que producteur délégué des matchs diffusés par Prime Video depuis le début de cette saison. Donc j'imagine qu'ils étaient hier soir à Lyon pour organiser la captation du match qui n'a malheureusement pas pu aller à son terme. Donc c'est un sujet à part et important. Oui. Roland Garros aussi, c'est vous, non? Ou pas? Oui, depuis cette année, exactement. C'est HBS, la filiale Infront, exactement. Ensuite, les hospitalités, donc un service très français, très très présent en France, avec la vente de packages hospitalité aux clients particuliers, professionnels, entreprises, qui sur plusieurs événements. Le servicing aux diffuseurs, notamment à la fois pour la FIFA, mais également pour d'autres confédérations, comme la Confédération africaine de football, avec laquelle nous travaillons sur ce sujet, le management d'archives pour la Serie A, le marketing. Aujourd'hui, Infront est la régie exclusive, par exemple, du Stade Toulousain, le club de rugby depuis 4 ans environ, et donc commercialise pour le compte du Stade Toulousain de nombreuses prestations et de nombreuses prestations marketing et sponsoring et du conseil. Donc, c'est les expertises aujourd'hui du groupe Infront. Ici, donc voilà, on voit où se situe Infront entre les grands ayants droit, que c'est le Stade Toulousain, la Fédération française de handball, pour laquelle Infront est agence exclusive également, le CIO, pour lequel nous commercialisation des droits médias en clair en Afrique, la FIFA, je viens de vous expliquer le partenariat avec HBS, et les clients médias et marketing, dont certains ont été listés à droite de cette slide. Je pense que les 2 derniers points importants, c'est de dire qu'Infront est international, qu'il y a environ aujourd'hui 4000 jours d'événements délivrés par an par Infront, que ce soit des courses de ski, des événements de rugby, des packages hospitalité également sur Roland Garros, un certain nombre d'événements diffusés sur des diffuseurs. Infront, sur la partie plus droit télé, est aujourd'hui le détenteur des droits internationaux depuis l'été dernier de la Serie A, donc commercialise dans le monde entier, environ 200 pays, l'ensemble des droits internationaux de la Ligue italienne de football, qui est l'un des principaux concurrents de la Ligue 1, comme vous le savez. Plus spécifiquement, en France, nous avons monté depuis 3 ans un service Afrique au sein d'Infront France, et nous commercialisons pour le compte de grands ayants droit, comme la Première Ligue, la fameuse Première Ligue, qui est donc la ligue numéro 1 dans le monde, les droits en clair d'un package dédié à la Première Ligue en Afrique subsaharienne. La même chose pour les Jeux Olympiques. C'était le cas donc l'été dernier, ce sera le cas pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc nous avons un contrat avec le CIO. Aujourd'hui, sur le marché français, donc j'ai dit, il y a la Serie A. Infront, il faut le savoir, est le numéro 1 des sports d'hiver, c'est-à-dire qu'il a le groupe Infront a des accords. Alors, certains accords ne sont pas centralisés parce que le ski ou certains sports d'hiver ne sont pas exactement organisés comme le football ou le rugby, mais
Infront commercialise la plupart des courses de ski sur le marché français. Vous avez peut-être noté la semaine dernière l'accord avec la chaîne L'Équipe récent pour diffuser en clair un certain nombre de courses par an, ainsi que les championnats du monde de ski qui auront lieu notamment à Méribel et Courchevel en 2023. Les droits de la Confédération européenne de volley, les droits d'un certain nombre de courses d'athlétisme et la Diamond League qui arrivera dans le portefeuille Infront dans 2 ou 3 ans, puisqu'aujourd'hui Wanda est le sponsor titre de la Diamond League. Que dire de plus? Voilà, Infront, c'est à peu près 1000 salariés dans le monde, comme je vous l'ai dit, un siège en Suisse, 45 bureaux dans le monde. Les points rouges, c'est un certain nombre d'événements événements sportifs sur lesquels est intervenu Infront au cours des années 2019-2020. Alors évidemment, 2021, évidemment, avec la pandémie, un certain nombre d'événements ont été annulés, reportés, notamment les Jeux Olympiques sur lesquels nous avions dédié une grande équipe pour distribuer l'ensemble des droits télé aux chaînes africaines. Donc c'est une agence, le mot est global et très très international. Je pense que ça vous donne une bonne image, en tout cas une bonne vision de l'agence. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des éléments auxquels je pourrais apporter des réponses, notamment sur le groupe Infront? Je laisse la parole à Cédric Roussel. Ouais, j'ai des petits soucis d'écoute, moi. Merci pour ces présentations. Vous m'entendez ou pas, hein? Oui. Super, ok. Merci. Alors, si j'ai entendu la remarque, le fait de dire, et c'est important effectivement, qu'il y a les droits premium et puis les autres, les droits secondaires. Cette mission, donc en tout cas les auditions ont bien montré qu'il y avait différents enjeux en termes d'exposition, de visibilité et de modèle économique. J'ai envie de dire une valorisation de l'acquis, et là je pense donc au droit du foot, c'est-à-dire de la valeur donc de la Ligue 1 pour parler très concrètement et remettre donc j'ai envie de dire et rattacher donc le sujet au sujet de départ qui était la crise Mediapro, mais qui justement ensuite se veut être je dirais un fait divers qui marque une télédépendance peut-être un peu trop forte sur lesquelles on a besoin de trouver des sources de diversification. Et on a pu voir aussi par contre donc que j'avais dire le succès sportif n'était pas que suffisant, et je pense ici au basket, et avec les bons résultats notamment du basket aux Jeux Olympiques, et lorsqu'on voit surtout la difficulté aujourd'hui pour le basket de retrouver une valeur monétisable dans la commercialisation de ses droits. Donc on a bien deux enjeux, et conforter la valorisation des droits premium qui sont de plus en plus chers, sur lesquels il y a une inflation des droits et sur lesquels j'aimerais juste avoir votre avis sur l'évolution en fait des droits premium, peut-être dans un premier temps, et ensuite peut-être les leviers et les réflexions qu'on pourrait avoir pour faire en sorte que les droits TV, cette rentrée d'argent, soit une réalité et constitue peut-être une source de développement, puisque on peut l'associer aussi à la visibilité des partenaires sportifs, c'est-à-dire du sponsoring, pour des disciplines donc voilà, on va dire plus mineures en tout cas, qui ont moins d'exposition, et je pense notamment à toutes les disciplines et au sport féminin, mais pas que, mais aussi à de nouvelles disciplines émergentes, puisqu'on est sur des réflexions donc quant à l'évolution du modèle économique. Donc voilà, si je peux avoir, alors c'est des questions très, très ouvertes, très larges, mais si on pouvait avoir votre éclairage là-dessus et vos éventuelles propositions. Alors moi j'ai 2 remarques pour commencer. Alors j'ai très bien compris votre question. La première remarque, c'est le marché français. Moi je travaille par exemple beaucoup en Afrique en complément du marché français, est un marché aujourd'hui
très observé à l'international parce que c'est un cas d'école. C'est-à-dire, il y a Mediapro, c'était il y a 3-4 ans à peu près, quand ils ont obtenu les droits. Effectivement, on a reçu beaucoup d'appels du réseau. Mediapro, c'est à la fois un client, un fournisseur, parce que Mediapro a aussi des filiales qui font de la production. Donc, ils ont des filiales de distribution de droits, des filiales de production d'images, de captation d'images. Donc, c'est un acteur majeur. C'est aussi une agence dans le paysage, je dirais. Et tout le monde a été un petit peu à la fois surpris par la hausse importante et le résultat de l'appel d'offres, qui était un appel d'offres complexe. J'y ai pas répondu personnellement, mais évidemment, ces documents importants circulent dans le réseau du sport business, et c'était un appel d'offres complexe et qui avait pour objectif évidemment de faire augmenter la valeur des droits et donc un meilleur résultat final pour la Ligue et pour ses clubs. Le résultat a surpris parce que déjà le chiffre était important. Peu de monde avait vu arriver Mediapro, qui était une agence. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, pour reprendre le cas d'Infront, vous ne voyez pas de chaîne Infront, vous ne voyez pas de panneau Infront autour des terrains. C'est une marque invisible. C'est quelqu'un qui se situe entre les marques visibles, qui sont les organisateurs, et les diffuseurs ou les sponsors. Donc, ça a surpris. Et le fait, puisque c'est un petit peu aussi l'objet de votre question, cette fameuse droit de sous-licence, qui est quelque chose qui existe assez fréquemment dans le monde des droits télé, mais elle existe la plupart du temps. Évidemment, nous, quand on achète des droits, on a besoin de ce droit de sous-licence puisque c'est notre activité première, c'est-à-dire qu'on achète des droits, par exemple, pour tout le continent africain, pour les revendre pays par pays. Donc, c'est l'objectif. Là, quand on parle d'un seul territoire, ça voulait dire reconstituer des packages, réadapter et recommercialiser. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui a amené un certain nombre de questions, et sans avoir toutes les réponses, et d'ailleurs, je ne les ai toujours pas, suite à ce gain d'appel d'offres. Tout ça pour dire que, oui, les droits premium peuvent augmenter, mais ils peuvent aussi diminuer. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, aujourd'hui, le marché français est un cas d'école parce que les deux acteurs majeurs de la télévision payante s'entendent plus ou moins tacitement, puisque Bein est diffusé exclusivement par la plateforme Canal, donc s'attaque peu sur l'achat de droits. Et de l'autre côté, sur Leclerc, avec tous les événements protégés dits d'importance majeure par la législation, sont aujourd'hui soit achetés par France Télévisions, qui a des moyens limités évidemment, soit par TF1 ou M6, et on sait que demain, voire même presque tout de suite, ils s'entendent aussi presque tacitement. La preuve sur ce qu'a énoncé Magali avec l'appel d'offres infructueux sur la commercialisation des droits de l'équipe de France de foot, qui a aussi, comme le basket, quelques succès sportifs très importants récents et une popularité qui n'est plus à démontrer. Donc, les droits premium peuvent augmenter, mais ils peuvent aussi, notamment en France, qui est un marché très spécifique, puisque Eurosport, de la même façon qu'il y a une chaîne payante, reste sur des propriétés, je dirais, moins premium et qui font toute une ligne éditoriale différente avec beaucoup de sports divers, du cyclisme, des sports un peu différents. Donc, ça peut augmenter, mais ça peut diminuer. Par exemple, on a vu la semaine dernière que les droits de la Première Ligue aux États-Unis venaient d'être multipliés par, je ne sais plus, 2 ou 3, en tout cas un chiffre énorme de plusieurs milliards, alors que, évidemment, le sport américain est très représenté aux États-Unis, qu'il y a des sports américains très, très fortement valorisés localement. Mais la Première Ligue, à la fois par sa popularité et par sa stratégie et par le fait de pouvoir commercialiser les droits sur une plus longue période, a permis à de nouvelles chaînes d'entrée, et en tout cas des acteurs pouvoir mettre plus d'argent et de pouvoir augmenter la valeur des droits parce qu'ils s'y retrouvent notamment en termes de publicité et en termes de conservation de leurs abonnés pour contrer les nouvelles plateformes également listées au début de l'introduction, plateformes OTT, les Netflix, Amazon, Disney, tout ça. Donc, pour répondre à cette question, on voit des évolutions dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on voit des droits premium fortement augmentés, et c'était le cas la semaine dernière avec la Première Ligue, et c'est le cas de la Première Ligue dans un certain nombre de territoires, et c'est un droit très premium si on compare les ligues, puisque la Première Ligue, c'est des milliards par an, notamment à l'international.
Et à l'inverse, on voit des droits premium un petit peu diminuer, notamment on l'a vu pour la Ligue 1 aujourd'hui, ou la Ligue, puisqu'il y a aussi la Ligue 2 dans ce chapeau. Donc, il est délicat de prévoir ce qui va se passer, puisque c'est évidemment toujours une question d'offre et de demande, mais c'est surtout une question de timing. Et le timing des appels d'offres est toujours très, très, très important. Aujourd'hui, en matière de compétition premium, l'UEFA, qui organise la fameuse Ligue des Champions et qui est un droit très premium, comme vous pouvez l'imaginer, a remis en jeu son partenariat avec l'agence Team, qui est Team Marketing, c'est également une agence mondialement connue qui commercialise les droits pour le compte de l'UEFA depuis plusieurs saisons. Et aujourd'hui, ils remettent en jeu ce partenariat pour retrouver une autre agence pour commercialiser directement. En tout cas, c'est l'objet de l'appel d'offres en cours. Et pour essayer, évidemment, de contrer ce qui a pu se passer il y a quelques mois avec l'apparition d'une Super League qui avait déstabilisé un petit peu le foot européen. Donc, c'est compliqué de répondre spécifiquement sur le marché français. Moi, mon avis personnel, c'est que l'écart va malheureusement se creuser. Aujourd'hui, si on laisse les choses en l'état, et d'ailleurs on le voit avec un certain nombre de sports comme le basket, le volley, je laisserai le hand un petit peu à part sur le territoire français, les chaînes de télé se rendent compte que pour les chaînes payantes, pour générer des abonnements, elles ont besoin des droits très premium, alors la Ligue 1, la Ligue des Champions ou des sports de niche. Effectivement, ce que fait Canal avec la Formule 1, voire la MotoGP, et les résultats sportifs aident, puisque quand un Français est champion du monde dès la 3e ou 4e année de diffusion, ça permet de générer, en tout cas de fidéliser un certain nombre de fans et de personnes qui découvrent ce sport. Mais donc, il est à mon avis, aujourd'hui clair que l'écart, s'il ne se passerait en l'état actuel des choses, va se creuser, puisque les chaînes génèrent des abonnements par les droits premium, et ensuite, et d'ailleurs c'est ce qui se passe aujourd'hui, l'équipe, qui est une chaîne en clair avec de faibles moyens pour acquérir des droits, arrive à obtenir un certain nombre de droits qui ne sont pas aujourd'hui achetés par des acteurs majeurs de la télévision payante, que ce soit Canal, beIN, Eurosport, voire RMC qui achète d'autres droits. On le voit également avec la Première Ligue. Aujourd'hui, la Première Ligue est un championnat très suivi. Il est à la fois diffusé par 2 acteurs payants majeurs, que ce soit RMC et Canal, et donc ils partagent cette diffusion, ce qui leur permet, et pareil pour la Champions League, qui leur permet de conserver leurs abonnés et donc leurs revenus. Mais à côté de ça, la grille d'RMC est assez pauvre, il n'y a pas beaucoup d'autres droits. Canal, vous connaissez le sujet sur la diffusion de la Ligue 1 aujourd'hui, et notamment sur l'absence de diffusion sur la chaîne premium de Canal. Donc, les stratégies d'alliance et d'affrontement, puisqu'il y a peu d'affrontements aujourd'hui entre les chaînes, font qu'à mon avis, cet écart, en l'état actuel des choses, peut continuer de se creuser entre les droits très premium et les droits secondaires. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Et la deuxième question Oui, voilà. C'était laquelle? Non, mais juste me la rappeler, s'il vous plaît. Non, c'était sur les… En fait, là, vous avez fait un état de la situation, un diagnostic qu'on partage sur le fait que aujourd'hui, on atteint donc certaines limites, en tout cas dans la valorisation. Non, parce que maintenant, vous avez dit quelque chose d'important aussi, ça peut monter comme ça peut descendre. On l'a vu avec Mediapro, puisqu'on est monté, on est monté très haut en 2018 pour redescendre donc et reculer à nouveau donc en 2020 et maintenant 2021. Donc, c'est ça qui nous intéresse à chaque fois, et d'avoir un peu ne serait-ce que l'avis de chacun dans sa typologie de qu'est-ce que c'est que la bonne valeur ou le bon prix de Ligue 1. Jeudi dernier, on a eu une démonstration de la part de Maxime Saada du groupe Canal, une démonstration dans le bon sens du terme, où il nous a expliqué donc la construction de son prix, mais comme je rappelais
du point de vue de lui, je dirais, la consistance et l'activité et les activités de son groupe. On voit bien, et je pense que Amazon a une autre logique de construction du prix parce que leur modèle n'est pas le même. Ce n'est pas une chaîne, un podcasteur comme peut l'être en tout cas. C'est aussi donc une plateforme de e-commerce. Donc on voit bien qu'à un moment donné, on revient à cette logique, c'est que la valeur, c'est le prix qui est prêt à mettre l'acquéreur tout simplement. Donc comme on peut voir sur d'autres commercialisations de biens. Mais il n'empêche qu'aussi l'animation du marché et de la concurrence a son importance. Je veux dire par là que la mécanique, notamment dont vous avez relevé vous-même la complexité, en tout cas, à savoir donc cette mise en enchère, Claire a participé, ça a été dit notamment lors de l'audition de Maxime Saada, à une forme de stress. Ce qui était voulu, c'était la mécanique même de cette sentence d'enchère, mais n'a même pas forcément donc une grande sérénité, même une grande acceptation du prix ou de la décision in fine par tous les acteurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a eu une réflexion notamment et pour avoir participé donc au travers des groupes d'études à l'Assemblée nationale sur l'économie du sport et notamment avoir été co-rapporteur de cette proposition de loi parlementaire visant à démocratiser le sport en France, on a pu discuter et faire voter donc un outil qui est la société commerciale. En interaction avec les acteurs qui, j'ai envie de dire, étaient dans cette réflexion eux-mêmes très engagés de vouloir donc créer une société commerciale pour la gestion et la commercialisation en tout cas la gestion des droits. Je voudrais votre avis là-dessus, savoir quelle perspective, est-ce que vous pensez qu'il y a des perspectives avec cet outil-là? Est-ce que c'est un outil qui vous semble donc apporter déjà une réponse à, je dirais, cette évolution et cette volatilité dans les droits et plus particulièrement sur le foot? Merci. Juste rappelons en préambule le rôle d'une agence, parce que c'était la même chose pour Mediapro ou pour Infront ou pour les grandes agences. Et même si vous allez voir où je veux en venir. Aujourd'hui, les droits de la Ligue, ils ont fortement augmenté en 2018. En fait, ils n'ont jamais été payés. Donc, écrire sur un bout de papier que ça vaut 3 milliards, je dirais que c'est du commerce un peu différent. Et c'était déjà arrivé dans le passé à d'autres agences. Une agence qui s'appelait MP Silva a fait faillite il y a quelques années, qui était un acteur majeur du sport business pour des raisons un peu identiques, des droits achetés très cher. Parce que l'objectif d'une agence, c'est d'acheter des droits et de les revendre par package un peu plus cher à la fin, puisqu'il faut quand même être rentable. C'est l'objectif final de l'agence. Donc, plusieurs agences ont disparu, et d'ailleurs, le marché est de plus en plus resserré à ce niveau-là. Il y a peu d'agences qui interviennent sur le marché des droits domestiques, donc les propriétés jouées en France, vendues à des diffuseurs français. Aujourd'hui, c'est très rare, notamment sur les propriétés premium. La Ligue de foot, ils n'ont pas besoin d'une agence pour discuter avec Canal, beIN ou tous les acteurs sur le marché français. Nous, on intervient sur les marchés où les ayants droit n'ont pas le réseau, les ressources commerciales ou opérationnelles pour opérer. Et également, on apporte une sécurité financière. Aujourd'hui, les deux modèles en vigueur sur la commercialisation des droits télé, c'est l'achat-revente, donc un chèque pur et simple suite à un appel d'offres, et ensuite vous revendez et vous êtes plus ou moins libre. Et l'autre modèle, c'est la garantie d'un certain montant minimum, et par exemple un partage de revenus au-dessus de ce minimum garanti, ce qui se fait de plus en plus, et ce qui amène une meilleure, je dirais, collaboration entre l'ayant droit, la ligue, l'organisateur, le club, qui on veut, et l'agence qui commercialise ses droits. Ça, c'est très important de noter la différence, puisqu'il y a un partenariat bien plus efficace lorsqu'on agit comme cela. L'agence est plus contrôlée, la collaboration a lieu au quotidien. Aujourd'hui, nous, sur les droits de la Serie A italienne, nos collègues italiens collaborent avec la Ligue au quotidien, leur disent qui diffuse quoi, leur rapportent des audiences du monde entier,
les matchs sélectionnés par chaque diffuseur, les plateaux avant, après, les magazines autour du contenu. Donc, il y a une vraie collaboration et une vraie plus-value. Ce n'est pas du pur achat-revente et la Serie A ne sait pas du tout ce qu'on fait. Donc, c'est important de noter cet écart. Et le point final qui arrive à cela, c'est qu'il faut que ce soit la même chose avec la future société commerciale qui existe déjà dans plusieurs pays d'Europe. Aujourd'hui, la Bundesliga en Allemagne a une société commerciale pour un certain nombre de droits. Donc, il faut qu'à la fois l'objectif de sécurité financière, puisque c'est l'objectif que recherchent les ayants droit quand ils font appel à une agence, c'est garantissez-moi un certain montant afin de pouvoir, moi, garantir ce montant à mes clubs ou à mes affiliés pour un certain nombre de saisons qui, eux, pourront prévoir leurs dépenses. Ce qui se trouve, c'est qu'il faut que ces garanties soient à la fin honorées pour que les clubs qui ont déjà dépensé l'argent, et c'était le cas notamment avec Mediapro, puissent bien le recevoir un jour, et pas que ce soit divisé par 2 ou 3 quelques années après. Je ne parle pas de l'impact de la crise Covid, je parle juste factuellement de ce qui peut se passer. Donc, il faut que l'objectif de la société commerciale, qui à mon avis est un objectif sain et qui va apporter beaucoup à moyen long terme à la Ligue, soit à la fois financier, évidemment, on parle de plusieurs milliards, de 1 ou 1,5 milliard pour prendre 10% de la future société commerciale de la Ligue. Les sélections, en tout cas, sont en cours par les banquiers de la Ligue, et ça, c'est leur travail et il faut le faire. Mais il faut qu'ils s'entourent également d'experts, et je ne parle pas forcément d'agence, mais d'experts, pour que cet apport financier soit lié à un apport en compétences, pour que ça fasse augmenter, pas uniquement la valeur, mais le produit Ligue 1, pour qu'il y ait un certain pourcentage de l'investissement de ce fonds entrant dans cette société commerciale qui aille à, je ne sais pas, l'amélioration de la diffusion, l'amélioration des stades, l'amélioration des pelouses, pour que le produit en tant que tel augmente. C'est le cercle vertueux qui fera que les diffuseurs en France, et ça c'est un premier point, et surtout à l'international, on sait aujourd'hui que la Ligue 1 a un déficit. Alors ok, ça a augmenté là avec l'arrivée de Messi et les investissements récents du Paris Saint-Germain, mais on sait qu'aujourd'hui, le vrai potentiel de croissance des droits télé de la Ligue 1, il est à l'international, et il faut que cette nouvelle société commerciale puisse à moyen long terme développer un plan qui permettra d'augmenter ses revenus internationaux. Les droits domestiques, comme vous l'avez très bien dit, ils sont fluctuants, ils dépendent d'une offre et d'une demande, et aujourd'hui, c'est un marché captif, les droits télé. Il n'y a pas une nouvelle chaîne qui va se créer, capable de mettre plusieurs centaines de millions d'euros par an en quelques minutes, comme cela. Donc, les acteurs, on les connaît plus ou moins. Il y a quelques plateformes, on les attendait. Aujourd'hui, on voit ce que fait Mediapro. Comme vous l'avez bien rappelé, ce n'est pas une chaîne de télé. Si vous regardez chez vous, quand vous regardez un match sur Amazon, vous ne pouvez pas zapper. C'est-à-dire que quand vous zappez, pour revenir sur la plateforme, il vous faut 30 secondes. Et ça, le consommateur final, moi, je le vois avec mes collègues, c'est pareil, c'est un petit quelque chose, un petit défaut qu'il va falloir un jour améliorer, puisque la plateforme n'est pas disponible directement sur le bouquet habituel, que ce soit Canal, RMC ou le bouquet normal. Donc, c'est des choses qui vont s'améliorer, mais il faut penser au consommateur final, puisque c'est lui, à la fin, qui fait que les diffuseurs peuvent payer un peu plus. Mais pour moi, le vecteur de croissance de cette future société commerciale, il est à l'international. Il faut que la Ligue 1 soit mieux valorisée à l'international, et je pense que ça a commencé. Aujourd'hui, c'est Dean, comme vous le savez, qui est en charge de cette commercialisation des droits télé à l'international de la Ligue 1, encore pour quelques saisons. Et c'est là que le vrai potentiel est là. Le vrai potentiel existe. Pour conclure, oui, je pense que c'est un bon pas en avant de créer cette société commerciale sans vendre son âme, évidemment. Hein. Ils vont conserver les principes de gouvernance et les principes d'organisation de toutes les compétitions au sein de la Ligue. C'est très, très important. Alors, si vous voulez intervenir, hein, chacun, après, je vois également Magali, hein, n'hésitez pas. Hein, je pose des questions aux deux à chaque fois, hein, donc n'hésitez pas si vous voulez prendre
la parole à la volée. J'avais une question concernant du coup votre activité. Vous avez présenté l'activité, donc on va profiter de ça pour vous interroger sur le partenariat sportif, le sponsoring. D'ailleurs, juste comprendre dans votre activité, donc vous faites de la production. On a vu au travers de votre filiale HBS. Donc il y a des discussions que vous nous avez dit avec la LFP. Alors déjà, première question, c'est ça, c'est est-ce que vous pensez que, parce qu'on a eu cette discussion avec la Fédération française de tennis aussi, parce qu'il faut penser qu'aujourd'hui, l'évolution, donc je parle du modèle audiovisuel, enfin de la stratégie audiovisuelle notamment du sport, c'est déjà peut-être que les ligues, les fédérations se maîtrisent quelque part ce point-là qui est la production de leur image, qui puisse être ensuite donc diffusée bien sûr dans d'autres canaux. Mais est-ce que vous pensez que ça c'est une stratégie qui traduit l'avenir? Alors, juste aujourd'hui, il y a déjà un contrat entre HBS et la Ligue depuis cette saison, puisque HBS est producteur délégué, ou je ne connais pas le terme exact, de la Ligue, notamment pour les matchs diffusés sur la plateforme d'Amazon. Donc ça fait quelques mois depuis le début du championnat de cette saison. Hein, cette saison, exactement. Donc, il est clair que la qualité du produit, et HBS est évidemment très reconnu internationalement, puisqu'ils produisent à la fois la Coupe du Monde de foot et la Coupe du Monde de rugby, qui sont des événements internationaux majeurs et diffusés dans le monde entier. Il est clair que la qualité de la production, de la distribution des images est un élément clé. Est-ce que c'est mieux par HBS que par Canal, BeIN? Je ne me permettrai absolument pas de juger, puisque je pense que la qualité de la prod de Canal ou des diffuseurs précédents était également très bonne. Mais il faut une certaine stabilité et continuité afin que la ligne éditoriale soit assez proche, qu'il y ait des évolutions d'une saison à l'autre. En tout cas, sur le marché des droits télé, et donc un petit peu de la production, la stabilité et le fait d'avoir des partenariats, et c'est la stratégie d'Infront, notamment sur les sports d'hiver et sur la Serie A, c'est d'avoir des partenariats de très longue durée. Et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on améliore le produit. Sur la partie sponsoring, je laisserai, moi je suis un peu moins expert, mais si Magali, elle est plus experte que moi sur cette partie-là, veut bien répondre, il est évident que plus la production télé est de qualité, plus la visibilité des sponsors est améliorée. Les deux sont liés. Et après, avant de passer la parole à Magali, mais c'est justement voir si ces dernières années, là notamment, il y a une corrélation entre la valorisation donc, des droits, puisqu'il y a une inflation quand même, c'est des dizaines, enfin, je parle encore de Ligue 1, mais lors de ces 15-20 dernières années, une inflation des droits. Est-ce que le partenariat sportif, vous, dans votre activité notamment, mais on va passer la parole tout de suite à Magali, vous avez raison, puisqu'elle a une vision d'ensemble, est-ce qu'il a été corrélé aussi? Est-ce qu'il y a une influence, notamment de l'investissement donc, et de cette part de partenariat sportif, une part d'investissement donc, dans le sport français? Peut-être Magali directement, alors la parole. Pardon. En fait, je suis désolée, mais je ne comprends pas la sportive. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Alors, non, je posais la question parce que visibilité et sponsoring et partenariat sportif, enfin, je fais une association des idées puisque c'est bien une exposition et du sport, mais aussi du partenaire sportif qui est associé. Et plus cette visibilité, cette exposition est grande, et plus je suppose qu'il y a une valorisation et également donc et des engagements plus nombreux de la part des partenaires sportifs, voire qui sont prêts à davantage mettre de l'argent. Donc déjà, je voulais savoir si on a vu plutôt une affection grandissante en même temps que si on parle du foot, d'une inflation des droits TV. Je voulais savoir comment la part donc des partenariats sportifs avait évolué ces 15-20 dernières années, puisqu'on a, alors je ne parle pas de la période de 2020, là où on a vu une baisse des prix, mais on a quand même vu une augmentation régulière donc des droits TV du foot si on reste sur le foot. Est-ce qu'il y a une corrélation avec le volume de partenariats sportifs comment est-ce que, notamment cette corrélation, elle existe aussi concernant les sports donc moins premium, en tout cas qui ont des droits moins premium, à savoir est-ce que, voilà, et derrière cette question-là, c'est
comment est-ce qu'on fait pour agir donc sur cette part-là qui sont les partenaires sportifs pour venir donc peut-être même sûrement diversifier les modèles économiques, voire pour certains les sécuriser s'il y a des valorisations comme on a pu le voir de la valeur des droits TV, je vais dire d'un cycle sur l'autre. Alors, en fait, quant à la corrélation entre visibilité médias, droits médias et niveau des partenariats sportifs, j'avoue que c'est assez compliqué à établir. On voit bien cependant que si on prend, alors Christophe me dira si je me trompe, mais si on prend Roland Garros par exemple, où il y a eu une visibilité qui était en clair sur France Télé, puis ensuite partagé avec Eurosport et avec de plus en plus Eurosport et donc un peu moins sur France Télé. Donc on pourrait penser qu'il y a une moindre visibilité en clair. Les droits sponsoring n'ont pas baissé, je pense, de façon corrélée avec la de visibilité et du coup d'audience, puisque forcément on était sur des audiences supérieures, mais je pense que les droits sponsoring ont plutôt augmenté, mais il y avait aussi là une augmentation de la visibilité du tournoi national. On revient à justement ce sujet des droits internationaux qui sont certainement, comme l'a dit Christophe, un gros potentiel pour la Ligue 1, mais aussi pour d'autres droits français, tels que celui de Roland Garros, avec une grosse augmentation de la diffusion du tournoi à l'international et un intérêt pour les marques partenaires, pour certaines. Parce que effectivement, quand vous avez, c'est pour ça que là, tout dépend des enjeux stratégiques de marque. Il y a certaines marques partenaires premium de Roland Garros qui peuvent avoir ou pas des intérêts sur des territoires qui ont été gagnés en diffusion, en particulier sur l'Asie. On sait que certaines marques, par exemple aujourd'hui partenaires premium de Roland Garros, parfois ne peuvent même pas exister sur ces territoires-là, ou n'avoir aucun intérêt pour des marques très françaises à avoir une diffusion à l'international. D'où, je fais une petite parenthèse, l'intérêt du sujet de la publicité virtuelle, parce que ça permettrait de, justement, quand on a… alors là, c'est autorisé, hein, puisqu'elle est, vous savez que notre sujet, c'est qu'elle est toujours interdite et considérée illégale en France, alors qu'il suffirait, entre guillemets, de transformer une directive européenne, mais donc c'est autorisé à l'international et c'est ce qui permet, le Paris Saint-Germain l'utilise aussi assez fréquemment, d'envoyer dans le signal des marques qui ne sont pas forcément celles qui sont utilisées, promues sur le territoire français. Voilà, je ne réponds pas, je suis désolée, concrètement à la question, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait des éléments pour les dire, et je pense que comme les droits télé, on a dû avoir des cas qui sont variés, avec des droits sponsoring qui ont augmenté malgré peut-être une perte d'audience, une perte de visibilité des chaînes en clair, et des cas inverses. Je ne sais pas si Christophe, tu peux compléter ou pas. Certainement. J'ajouterais, je pense que tout est juste. J'ajouterais juste un élément. Évidemment, les sponsors, la plupart, recherchent des diffusions, des visibilités à l'international. Donc, la diffusion en France proprement dite n'est pas leur priorité. C'est-à-dire que ce soit diffusé sur telle ou telle chaîne, eux, ils cherchent une visibilité ou un partenariat avec un club, avec une ligue, avec un organisateur d'événements. Donc, ça n'a pas tant d'influence que ça. À l'inverse, parce que Infront est aussi notamment agent pour des marques qui sont aujourd'hui partenaires de Roland Garros, et aussi pour des marques qui cherchent de la visibilité
je dirais, périodiques autour de certains événements de Ligue 1. Donc, ils vont acheter de l'espace publicitaire autour de certains matchs spécifiques de Ligue 1. Là, ça peut avoir une certaine influence puisqu'ils achètent, je dirais, le match de samedi prochain diffusé à telle heure. Et là, ils cherchent à savoir, et ils ont besoin de savoir sur quelle chaîne ça va être diffusé, avec, entre guillemets, combien de téléspectateurs potentiels sur le marché français quand c'est une marque française. Évidemment, ces deux raisonnements sont un peu différents. Ça peut avoir une certaine importance. Et aujourd'hui, et là, on revient à ce que vous avez expliqué le président de Canal la semaine dernière, la diffusion aujourd'hui de certaines rencontres de Ligue 1 sur la chaîne Canal Plus Sport ou Canal Plus décalé, en tout cas des chaînes qui ne sont pas le Canal Plus Premium, peut avoir une certaine influence sur ces annonceurs spécifiques pour certaines rencontres de Ligue 1. Donc, ouais, je rebondis sur ça, puisqu'effectivement, on avait cru comprendre qu'en termes d'audience, en tout cas, de ce qu'il nous avait dit, il n'y avait pas d'effet. Mais vous dites effectivement que ça peut avoir un effet indirect sur je veux dire, la valorisation des partenaires sportifs. Spécifique match par match, exactement. Ouais. Parce qu'eux, ils achètent un certain nombre de matchs, de rencontres diffusées sur une chaîne ou plusieurs chaînes qu'ils connaissent à l'avance. Donc, quand on change de chaîne, ça peut avoir une certaine influence. Je n'ai pas les audiences de Canal spécifiquement, il faudrait regarder, mais j'imagine qu'un match à 21h sur Canal Plus Premium, quand c'est une affiche, a une audience un peu plus importante qu'un match sur Canal Plus décalé. À un horaire différent, qui en plus un match, comme il a expliqué, moins important puisque les meilleures affiches sont aujourd'hui dans le package d'Amazon Prime Video. Juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, Magali, on peut quand même supposer, même si je comprends que peut-être l'évaluation est toujours délicate, mais on peut supposer quand même, on peut se poser la question, est-ce que la diffusion en clair de sport moins premium permettrait quand même d'augmenter le nombre et le montant des partenariats. Même si on n'a pas peut-être de chiffres sur la corrélation, car on peut partir du constat que c'est vu par plus de gens, donc forcément, en tout cas, un potentiel de visionnage par plus de personnes. Mais on peut être d'accord sur cette logique. Oui, bien sûr. D'autant que ce qui est important pour les marques aussi, c'est d'évaluer le retour sur investissement. Il faut que ce soit fait si elles veulent pouvoir pérenniser leur budget sponsoring. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai l'impression qu'on a une connexion. Ça coupe de temps en temps. Pas très stable. Vous m'entendez ? Ouais. Bon. C'est bon. Ça coupe. Donc bien sûr que en plus c'est peut-être la chose qui est la plus facile en termes de retour sur investissement pour les marques à évaluer. C'est tout ce qui va être en équivalent média et la visibilité et l'audience média, même s'il y a bien plus de KPI, critères d'évaluation du sponsoring sportif, celui-là est certainement celui qui est le plus tangible, le plus facile à évaluer et forcément très recherché par les marques. Donc, bien sûr que une meilleure exposition va attirer. Mais autour de ça, il y a aussi, Christophe vous en avez parlé, c'est le produit, c'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi pour les marques, c'est d'être associé au-delà du live et du match, etc. C'est tout ce qui pourra être fait autour, toute l'éditorialisation du produit sportif et qui pourra être aussi commercialisé auprès des marques qui vont aller chercher aussi aujourd'hui dans le sponsoring beaucoup de sens et des histoires et des belles histoires, et c'est tout ce qu'on peut faire autour des joueurs, des athlètes avant, après et entre les compétitions. Et ça, c'est aussi important d'être en capacité de soigner, d'enrichir le produit pour
pour élargir en fait le portefeuille des droits commercialisables auprès des partenaires. Juste une question d'actualité. J'ai vu effectivement une société française était mise à l'honneur dans l'économie du sport, c'est Sorar, notamment sur donc ce que j'appelais moi, puisque je suis la génération plutôt Panini. Mais je vois derrière je dirais une source bien sûr de création de valeur avec cette nouvelle technologie déjà bien présente, mais blockchain, les tokens, les NDF, je crois, c'est ça, NDF. Est-ce que vous alors c'est une question pour vous, Christophe, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être une source de diversification, voire notamment quelque chose qui peut s'apparenter à une plus grande valorisation d'une forme de droit à l'image? En même temps que je vous pose la question, j'y réfléchis à voix haute, en fait. Je suis désolé, mais parce que je sais que c'est un débat qu'on a pu avoir notamment depuis il y a quelques années déjà, notamment dans le cadre de l'évaluation de la loi Braillard sur ce dispositif du droit à l'image. Mais est-ce que, par exemple, cette nouvelle technologie peut être donc une source d'inspiration pour trouver donc un modèle économique de développement pour tout ce qui est droit à l'image du sportif et sa valorisation? Alors, je vais pas, évidemment pas. C'est NFT. NFT, oui, j'ai été sûr que j'avais dans les ordres. Mais c'est le grand boom et c'est le grand sujet du moment. Il y a des partenariats qui sont quasiment signés chaque semaine par Sorar ou certains de ses concurrents, certaines plateformes. C'est un peu parce que moi aussi je suis de la génération de Panini, et c'est un peu la carte Panini 2.0. J'ai pas la réponse. Il y a des sommes énormes qui sont aujourd'hui engagées par ces plateformes, par ces marques qui aujourd'hui sont plus du côté marque et sponsoring, qui veulent s'associer avec un club, un organisateur, demain l'organisateur de la Coupe du Monde. Le droit à l'image des clubs, c'est encore un sujet un peu différent. Il faudrait l'étudier, j'ai pas la réponse. Ce que je vois, c'est que, et c'est ça rebondit un peu sur votre question tout à l'heure relative à la diffusion en clair. Quand on a aujourd'hui privilégié la diffusion en clair de certains événements, il faut voir que d'un autre côté, on a perdu toute la valeur qui pouvait être associée avec la diffusion sur une chaîne payante, la valeur des droits télé, et c'est rare que l'augmentation des valeurs mises par les marques de marketing compense cette baisse des droits télé. C'est aussi un peu l'objet de votre introduction, qui est d'une trop grande dépendance de certains sports à la manne des droits télé. Donc, tous ces éléments, et je pense que ces éléments digitaux nouvelle génération sont des compléments de revenus très, très importants et qui vont demain devenir des sources, je dirais, à long terme et importantes. De là à remettre tout en cause, aujourd'hui, les gens veulent encore voir les matchs en direct, faut encore les voir la plupart du temps sur une chaîne de télé ou une plateforme. Donc, il est encore trop tôt pour répondre, mais il est évident que c'est des sources de revenus indispensables et aujourd'hui déjà exploitées par un certain nombre d'ayants droit. Sorar a signé avec plein de clubs, des plateformes comme Socios, Crypto signent avec énormément de clubs ou d'organisateurs d'événements sportifs. Donc, c'est évidemment un nouvel élément à prendre en compte à la fois par les agences et surtout par les organisateurs d'événements. En complément, juste effectivement sur ce sujet des NFT, je pense que c'est des belles opportunités, comme l'a dit Christophe, de diversification des revenus pour les détenteurs de droits, d'engagement en fait des fans pour aller élargir sa base
élargir sa base de fans avec différents dispositifs. Il y a celui de Sorare, mais aussi Socios, où vous permettez aux fans de prendre des décisions qui sont peut-être pas très importantes, mais en tout cas qui les engagent dans la vie du club. Et c'est vrai que tous ces systèmes-là qui permettent d'élargir la base des fans, d'engager les fans, va permettre d'élargir l'audience de ces détenteurs de droits, et qu'on voit bien que ça ne passe plus forcément que par la télé. Et même si la télé reste vraiment le moment, le premium, qui est juste indispensable, mais on ne peut que se réjouir effectivement de toutes ces nouveautés, de ces nouvelles technologies qui permettent aux détenteurs de droits sportifs de diversifier leurs revenus. Sachant que pour l'instant, tout ce sujet des NFT, si j'ai bien compris le marché, s'adresse quand même à des détenteurs de droits sportifs aussi assez premium, et qu'il faut avoir déjà une base de fans assez étendue, et je ne suis pas sûre que ce soit une solution forcément qui va sauver les détenteurs de droits sportifs de deuxième catégorie, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif. Oui, donc parlons-en. Donc, Leclerc, vous parliez de la stratégie de l'équipe, qui était une stratégie qui était la bienvenue aujourd'hui, vu la difficulté de certains sports plus mineurs, entre guillemets, je ne sais pas comment appeler, parce que c'est vrai que, en tout cas, les moins exposés, de trouver donc un lien, un lien linéaire, parce que vous l'avez dit, Magali, là on parle de droit TV, mais il y a d'autres, canaux de communication avec ses fans, que ce soit l'OTT, que ce soit en tout cas notre manière de faire. Et on se posait la question, je me suis posé la question à un moment donné, et encore plus à mon retour de Londres, on a fait un déplacement, donc on a pu rencontrer Premier League, qui nous rappelait que l'exposition déjà, que tout le championnat anglais n'était pas diffusé. Donc, pour part, qui n'était pas valorisé. Donc, c'est ce qui nous fait encore plus mal, en tout cas dans la comparaison, puisque on parle d'un écart grandissime sur, en plus, donc, on va dire 60% des… Alors, a priori, j'avais cru comprendre que c'était à la demande des clubs, qui souhaitaient aussi ne pas diffuser tous leurs matchs. Alors, je ne pense pas que ce soit les principaux et les affiches. D'après les questions qu'on a pu poser, je ne crois pas que ce soit les affiches. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien aussi que derrière ça, c'est une volonté aussi de préserver notre ressource, qui est notamment donc, et de laisser une forme d'exclusivité aussi au stade, à la présence dans les stades. Mais aussi peut-être, la réflexion qu'on peut avoir sur Leclerc, c'est de se dire il y a des matchs qui peut-être donc gagneraient à être, plus gagnante dans une exposition en clair, notamment lorsqu'il s'agit de rencontres un peu plus peut-être locales, spécifiques, etc. Et permettrait d'être dans une plus grande captation. Donc, je ne sais pas comment vous voyez la place du clair aujourd'hui dans la commercialisation. Déjà, est-ce que un lot, puisque on reprend l'exemple du foot, un lot de matchs en clair pourrait être quelque chose donc de réalisable dans la constitution d'un appel d'offres ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait… alors, on comprend bien sûr que c'est l'équilibre entre la valorisation des droits et l'exposition, enfin, c'est toujours ça. Mais je ne sais pas, quelle est votre appréciation de ce point? C'est la question. C'est la vraie question. Je vais prendre un exemple pour lequel on a travaillé. Alors, c'est un peu différent, mais c'est pareil. Ça rejoint la Première Ligue ou la Serie A, comme vous les avez rencontrés. En Afrique, il y a un diffuseur majeur payant qui couvre l'Afrique subsaharienne et avec qui on est en très bon terme, avec qui on travaille depuis très longtemps. Et on a réussi à négocier avec lui. Et c'est un peu, à mon avis, c'est un peu votre réflexion, même si ce n'est pas sur un territoire domestique, mais pour lui, c'est quand même c'est son territoire de prédilection,
qu'il y ait un match par semaine diffusé en clair. C'est-à-dire qu'il achète l'exclusivité de tous les droits, par exemple de la Première Ligue ou de la Serie A. Mais tous les samedis ou tous les dimanches, on a le droit de sélectionner un match et qui n'est pas le match, évidemment, le plus premium, mais qui est quand même un match qui fait s'affronter, je dirais, une équipe très connue. Alors, ça peut être, je ne sais pas, Liverpool ou Manchester pour la Première Ligue et la Juve ou l'Inter de Milan pour la Serie A, contre un club plus, je dirais, plus local, en tout cas moins populaire à l'international. Et ce match, on peut le commercialiser en clair, et uniquement en clair, pays par pays. Aujourd'hui, le diffuseur payant considère que ce modèle, sur sa zone, et je ne sais pas si ça peut s'appliquer du tout à la France ou à d'autres pays, mais c'est un élément de réflexion, considère que lui, il ne perd pas de valeur. Il est aussi autorisé à diffuser ce même match au même moment sur sa plateforme payante, mais les ligues considèrent que ça augmente leur base de fans, leur notoriété, puisque évidemment, et notamment en Afrique, il y a un certain nombre de populations qui n'ont pas accès à la télévision payante. C'est-à-dire que ce qu'on vit en France ou en Europe est décuplé en Afrique par les moyens des populations. Et ces ligues, ces grandes ligues, puisque la Première Ligue ou la Serie A, je pense qu'on peut considérer que c'est des très grandes ligues européennes, considèrent que ça augmente leur notoriété localement, et donc que les marques sponsors peuvent mettre plus d'argent, mais ça ne marche que si le diffuseur payant est prêt à faire ceci. Donc c'est à la fois une relation de confiance, une relation de transparence entre la ligue, le diffuseur et l'agent, une relation contractuelle qui détermine très précisément à l'avance quels seront les matchs possiblement diffusés en clair ou pas, pour pas non plus biaiser le diffuseur payant qui, lui, continue d'investir massivement dans l'achat de droits et notamment la fameuse exclusivité que tous ces diffuseurs payants sont prêts à acheter, et ce qui permet d'augmenter la valeur des droits. Donc, Leclerc, je ne sais pas si demain, on peut considérer qu'un diffuseur domestique en France serait prêt à accepter une telle, je dirais un tel amendement de son contrat, en tout cas une partie qui serait peut-être diffusée en clair. Un match, je ne sais pas, samedi après-midi à 17h, le match, ce serait un match normal, hein, pas l'affiche du dimanche premium serait diffusée en clair. Il faut, à mon avis, aujourd'hui, c'est compliqué, et c'est pour ces raisons que les appels d'offres sont créés de la façon dont ils sont créés, assez complexes pour obliger les diffuseurs à garantir le maximum d'argent, leur permettant d'avoir cette exclusivité totale. Ce qui va un peu dans votre sens, c'est quand même l'autorisation récente de diffusion des meilleurs moments de certains matchs sur l'émission du dimanche matin phare, qui est aussi de la génération Panini Téléfoot, puisque ça faisait, je pense, presque 20 ans que Téléfoot n'avait plus le droit, donc il y a une chaîne en clair sur TF1 évidemment, une émission en clair, n'avait plus le droit de diffuser d'extraits de la Ligue 1. Depuis quelques semaines, on a eu le retour, donc il y a un petit retour vers le clair de certains meilleures actions, meilleurs moments, tout ce que vous voulez, de certains matchs de Ligue 1. Ça va, je dirais, dans le bon sens d'une meilleure exposition de la Ligue. Ce qui est un peu différent de la stratégie de l'équipe. Aujourd'hui, la stratégie de l'équipe, elle est, avec des professionnels très compétents sur le marché des droits, d'acheter un certain nombre de droits, aujourd'hui délaissés par les autres chaînes, notamment payantes, et donc de pouvoir avoir des droits. On a vu qu'ils avaient diffusé la Copa América, les éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique, sur cette plateforme, d'avoir des droits à bien meilleur prix que ce qu'ils auraient pu avoir il y a quelques années, avant l'effondrement notamment du marché français. Donc c'est une stratégie très opportuniste et très, très bien faite, en tout cas pour eux. Après, il ne faut pas oublier que l'équipe, c'est à la fois une chaîne en clair, évidemment, mais aussi une plateforme payante. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de contenus vidéo que vous pouvez voir sur l'équipe que si vous êtes abonné à l'équipe. Et donc, il faut donc payer un abonnement, que ce soit via votre abonnement à Canal, que ce soit via votre abonnement au journal L'équipe, mais il y a une forme de souscription mensuelle ou hebdomadaire au contenu. Oui, je suis en sourdine, pardon. Question sur les appels d'offres. Il a été évoqué par plusieurs acteurs une réflexion sur l'allongement de la durée des contrats, donc avoir en tout cas des contrats d'attribution des droits de rêver, pardon.
Donc, votre avis là-dessus. Sur aussi, j'ai envie de dire, l'appel d'offres de 2018 et comme il a été fait, alors, et vos remarques que vous pourriez avoir sur la construction de cet appel d'offres. Et moi, je pense nécessairement donc, au niveau des garanties. Est-ce que c'est des choses… Je profite du fait que vous ayez une expérience internationale, j'ai envie de dire, des commercialisations. Mais juste savoir, bon an, mal an, qu'est-ce qui vous a surpris? Et est-ce que ce qui vous avait peut-être surpris en 2018 vous rassure ou pas sur… je veux dire, lorsqu'on regarde maintenant le dernier appel d'offres et sa constitution, donc son cahier des charges, celui de 2021. Ce qui nous a surpris en 2018, c'est sa complexité. Et c'est moi, mais à la fois le marché général, parce que c'est un tout petit milieu, évidemment, les droits télé dans le monde, dans les chaînes, c'est sa complexité, puisqu'il a fallu le dire plusieurs fois pour bien comprendre. C'était un petit peu son côté anxiogène, mais c'est ce que cherchait la Ligue pour faire augmenter les prix. Et là, je dirais que c'est une question de positionnement. Si vous êtes responsable des droits télé de la Ligue, vous avez tendance à faire ces choses-là pour évidemment augmenter la valeur des droits. Côté diffuseur, je comprends leur position qui est de dire c'était anxiogène et c'est ce qui a peut-être abouti à ce genre de choses. Il y a un point important et je crois que ça a été aussi révélé par le président de Canal. Nous, on achète également les droits de la Première Ligue, donc en Afrique, notamment les droits en clair. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que paye Canal sur le territoire français, c'est évidemment mais c'est quand même, on parle quand même de millions. Et on paye évidemment tout de suite un acompte important. Et la Première Ligue, ils veulent bien travailler avec Infront, pas juste parce qu'on est sympa et qu'on va pouvoir vendre les droits dans un certain nombre de territoires. Pareil pour la Serie A, c'est parce qu'on est capable d'apporter des garanties financières et de les honorer immédiatement. C'est-à-dire que je ne me rappelle plus du pourcentage, mais je crois que c'est 3 ou 4%. Une semaine après la signature d'un accord avec la Première Ligue, il faut verser cet acompte, sinon l'accord est caduc. Donc, moi, je n'ai évidemment pas tous les éléments confidentiels liés à l'appel d'offres de 2018. Je l'ai vu comme un expert extérieur, et c'est ce qui nous a apporté toutes ces questions. La garantie bancaire, elle est explicite, bancaire ou financière ou l'acompte, il est toujours explicitement mentionné dans ces appels d'offres. Donc, c'est un élément qu'aujourd'hui permet, c'est souvent un élément différenciant, c'est-à-dire qu'Infront gagne des appels d'offres parce que le groupe a la réputation d'honorer tous ses engagements, qu'il a le soutien de ses financiers, de ses actionnaires, et s'il y a besoin, on envoie tous les éléments financiers aux grands ayants droit. Donc, pour le futur, c'est très dur de répondre, mais il est évident que la Première Ligue, qui est, on va dire aujourd'hui, fait office d'exemple de la commercialisation des droits internationaux, c'est ce type d'exemple, quand des grands acteurs comme Canal et comme les grands diffuseurs mondiaux ou comme les grandes agences comme Infront, IMG, parce que la Première Ligue travaille in fine avec tout le monde puisqu'ils diffusent sur la planète entière, sont capables de garantir et de payer ces montants, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas en France. Et ça permet en tout cas d'avoir une visibilité, une crédibilité pour assurer le succès d'un appel d'offres. Comme on l'a très bien dit au début, garantir un certain nombre de montants et in fine ne pas les payer, ça casse le château de cartes en entier. Puisqu'à la fin, tout le monde perd, les clubs, mais également, et vous êtes sûrement plus un expert que moi, mais il y a toute une partie des droits télé du foot professionnel qui sont versés au foot amateur et au sport amateur, à l'ensemble des clubs français. Donc, c'est des dégâts qui s'étendent jusqu'en bas de la pyramide. Bon, moi, j'avais une dernière question d'actualité très fraîche. Donc, hier, il s'est passé ce qui s'est passé, un non-spectacle. Je parle du match, du non-match OL-OM. Juste très clairement, puisqu'on est là, on parle d'économie du sport et cette mission, elle a trait en fait à l'économie du sport. Impact. C'est vous qui étiez producteur délégué, c'est ça, HBS? C'est HBS, je crois. J'ai l'impression que tous les matchs Amazon, c'est HBS, mais je crois que oui. Bon, c'est juste pour comprendre là les conséquences en fait, économiques, on va dire déjà sur le coût de cette production. Enfin, le match va peut-être être rejoué ou pas, mais comment ça se traite. Et puis de l'autre côté aussi, je regarde Magali de ce côté-là. Alors,
peut-être que certainement, mais comment on réagit en tant que sponsor? Moi, j'ai deux remarques. Alors, j'imagine, parce que j'ai déjà vécu ce type de... La production aujourd'hui, elle doit être payée par la Ligue, donc malheureusement, c'est un impact négatif direct pour la Ligue. C'est-à-dire qu'il faudra rejouer le match, reproduire le match, remobiliser le personnel. Si en plus c'est sur un terrain neutre, il faut déplacer tout ça. Donc, c'est des coûts logistiques de production évidemment perdus par la Ligue, puisque j'imagine que HBS est protégé. Je n'ai pas tout le détail, mais ça fait partie du... En tout cas, tout était prêt et a priori, le match, il allait être produit, puisqu'ils ont quand même joué 2 ou 3 minutes. Après, je laisserai juste Magali terminer. Par contre, c'est aussi un impact. On parlait des investissements, Messi, les grandes stars, ça c'est génial pour la visibilité. Et cet été, quand Messi a signé au PSG, il y a évidemment plein de diffuseurs qui m'ont appelé en disant « Ah, nous maintenant, on voudrait diffuser la Ligue 1 », enfin surtout le match du PSG. Mais ça, je dirais que ça permet d'avoir une meilleure visibilité. À l'inverse, si toutes les 3 semaines, il y a un match qui est en plus le match phare et arrêté au bout de 2 minutes, il n'y a rien de pire pour la visibilité à l'international du championnat. Donc, c'est un double effet ciseau. Oui, l'effet coup de prod, et je ne parle pas que de la prod, je parle de toute l'organisation du match, la sécurité, enfin, tout le personnel qui travaille sur l'organisation d'un tel match localement. Et de l'autre côté, l'impact, évidemment, moi j'ai reçu plein de messages un peu très du réseau international qui est très surpris que ce type d'événement puisse encore arriver après ce qui s'est déjà passé depuis 2-3 mois. Et à titre personnel, en tant que consommateur de foot, il n'y a rien de plus décevant, quoi. Quand vous payez votre abonnement et que vous ne pouvez même pas regarder pourquoi vous payez, c'est triste. Juste avant de passer la parole, désolé Magali, mais dans le week-end, on avait un superbe match de l'équipe de France de rugby contre le All Black, où là, les coups étaient en clair. Voilà, les coups étaient, on entendait l'impact et l'engagement physique. Et ensuite, donc, on voit ce qu'on voit sur un terrain de foot. À un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'il y a un problème avec le foot dans ce pays ou pas, enfin, comparativement à d'autres, encore une fois, je fais par comparaison à d'autres pays, et savoir, je sais pas, c'est quand même assez édifiant d'avoir cet enchaînement de rencontres où on a parlé quand même d'un sport qui est très violent, qui est violent sur le papier. Donc, pour vous là, il y a toutes les responsabilités qu'il faut aller chercher, mais ça peut quand même poser question. Évidemment, ça pose de grandes questions, surtout quand c'est pas un incident isolé. Je pense que c'est ça le vrai point. C'est un incident isolé, une erreur de quelqu'un peut arriver. Et malheureusement, ça peut arriver. Et ça arrive quand même presque exclusivement qu'au foot. Et je parle en tant que passionné de foot, donc je ne défends pas le produit. Je crois que le vrai point hier, c'est de dire que ça arrive encore, après tout ce qui s'est déjà passé, et qu'à la fin, il y a eu, je ne sais pas à quelle heure ça s'est dénoué, mais il y a eu plusieurs heures un petit peu de soucis de communication, d'incompréhension, et de toutes les personnes qui regardent la télé, parce qu'il faut imaginer que ce match, ok, il y a tous les gens qui sont abonnés à Amazon, il y a tous les pirates, parce qu'il y en avait quand même un certain nombre, il ne faut pas rêver, et il y a également tous les gens qui regardent dans le monde entier, parce que c'est diffusé dans le monde entier, et personne ne sait ce qui se passe, personne n'a vraiment d'informations, et là, ça dégrade forcément fortement le produit Ligue 1. Alors, la raison, évidemment, avec le match de rugby sur lequel les équipes d'Infront travaillaient justement pour les hospitalités, et je les ai vus ce matin, ils se sont vraiment régalés, parce que ça fait partie des soirées mémorables, je pense, pour des organisateurs d'événements. Elle est quasiment insoluble, en tout cas, évidemment, elle est incomparable. Il y a une magnifique victoire avec un match parfait, un stade plein, une ambiance de folie, et de l'autre côté, quelque chose qui dure 2 minutes, où il y avait visiblement aussi une très bonne ambiance. Alors, les ambiances de foot et de rugby sont toujours différentes. J'ai pas d'explication, malheureusement, mais le foot est quand même très, 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 très populaire. Tout ce dont on parle aujourd'hui, les droits internationaux, les appels d'offres,
sont pour 80% dédiés à des propriétés relatives au foot. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de foot, Ligue 1, Première Ligue, Bundesliga, Coupe du Monde. Il y a évidemment d'autres événements, et le tournoi des destinations, la Coupe du Monde de rugby sont des événements énormes, et le test de samedi soir était un événement énorme, mais ça reste des événements plus isolés. Ce n'est pas le feuilleton quotidien, même si j'imagine, je n'ai pas vu toute l'audition du président de Canal. Lui, il a beaucoup investi sur le foot, sur le rugby, et le rugby est devenu un produit phare de Canal. Et Infront est bien placé pour défendre le rugby de par son partenariat avec le Stade Toulousain. Mais aujourd'hui, le foot, ça reste le feuilleton quotidien, en tout cas hebdomadaire, de milliers de fans, de millions de fans. Vas-y, Magali, pardon. Non, mais évidemment que je partage ces constats-là. Je pense que dans le foot, malheureusement, c'est souvent encore des individus. Hein. Apparemment, hier soir, ils ont en plus localisé l'individu et donc c'est une archi minorité qui pénalise l'ensemble des fans, qui soient dans le stade ou en télé. Et il va falloir effectivement, que c'est absolument désolant. On parlait tout à l'heure du potentiel de progression des droits télé à l'international du foot français. On se décrédibilise et effectivement, on dégrade la valeur du produit et on se ridiculise même, je pense, à l'international en proposant ce type de spectacle. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites récemment et pour qu'il y ait effectivement, ces gens soient condamnés, soient expulsés, mais je pense qu'il va falloir très, très vite prendre des mesures de protection des points de corner. C'est juste plus supportable qu'on risque à chaque fois, à chaque match maintenant, d'avoir peur que des jets sur les points de corner. Je ne sais pas s'il faut vider les tribunes en points de corner ou voilà, des filets, mais on ne peut plus effectivement dégrader notre produit football de la sorte, même si, et je partage tout à fait le point, même si malgré tout ça, sont des droits qui restent très très supérieurs à ceux du rugby, hein, ne serait-ce qu'en France. Finalement, l'écart est colossal compte tenu de la popularité du football. Quant à la question sur les partenaires, bien sûr aussi, là, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais les partenaires, c'est absolument désolant que votre marque puisse être associée à ce type de spectacle, puisque l'intérêt d'un vrai partenariat sportif, c'est vraiment l'association de la marque aux détenteurs de droits sportifs, au club, à l'événement. Donc, pour les marques, ce sont des choses qui sont c'est pire que tout pour l'image de marque que ça renvoie. Donc, je pense que il y a un moment donné où effectivement les partenaires vont être en droit de se retourner vers les organisateurs pour demander à ce que des vraies mesures soient mises en place pour que leur marque ne soit plus associée, co-exposée à ce type de spectacle. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps d'échanger avec quelques grands partenaires, notamment des clubs concernés, mais on va le faire dans la semaine. Je ne sais pas, voilà, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait eu de mouvements ou de revendications des sponsors là sur des matchs de Ligue 1, mais ils l'ont fait, certains l'ont fait au niveau d'instances internationales. On se souvient avec des histoires avec la FIFA et certains partenaires qui ont et les partenaires peuvent servir à ça aussi, justement à mettre un peu de pression sur tout cet écosystème là, pour leur dire, messieurs, il faut mettre un peu d'ordre chez vous, sinon on part. Et on a bien vu certains qui ont quitté la FIFA à un moment donné. Donc c'est aussi un risque pour les détenteurs de droits sportifs et pour la Ligue 1 aujourd'hui. Ok, pour moi j'ai plus de questions et je crois qu'on a perdu à cause d'un problème de connexion, hein, rien de grave pour Régis Nico. Mais a priori, j'ai reçu un message comme quoi il n'arrivait plus donc à
se joindre à nous. Donc, je vais conclure pour lui, tout simplement en vous remerciant tous les deux pour ces échanges. Donc, pour répondre encore une fois, donc, concernant une étude que vous êtes en train de faire, Magali, au titre de Sport Sora. Donc, voilà, si elle peut venir enrichir, en tout cas, si on peut s'appuyer pour enrichir mon rapport, sans aucune difficulté, c'est toujours mieux pour tout le monde. Ça reste une mission d'information, donc avec cette volonté-là d'être le plus complet possible et dans la culturation pour tous et de tous. Voilà, donc merci encore également Christophe Hanrantzov. Voilà, donc voyons par la suite comment évoluera ce sujet-là. Donc, j'ai trouvé dans l'ordre. Hein, c'est NFT, c'est ça, c'est plus NTF. Voilà, c'est NFT. Mais comme source de diversification et de complément de revenus plus que de substitution, hein, j'entends bien. Mais surtout pour voir donc un petit peu les stratégies aussi, j'entends, de partenariat entre donc les ligues et les fédérations concernées et les diffuseurs pour qu'il y ait donc cette volonté en tout cas de retrouver un équilibre entre la valorisation, la nécessaire valorisation des droits pour certaines disciplines, mais aussi cet objectif plus peut-être politique d'exposition au plus grand nombre du sport. Donc, merci à tous les trois également, puisque vous étiez trois. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.